Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ça y est, si vous écoutez ce podcast en temps réel, la fête des mères est arrivée. Et peut-être que vous avez reçu, si vous êtes maman, un petit cadeau de la part de vos enfants. Et si aujourd'hui, vous profitiez surtout de cette journée pour vérifier que vous prenez suffisamment soin de vous en tant que maman. On le sait bien, vous prenez soin des autres toute la journée. Soin de vos enfants, soin des membres de votre famille ou de vos amis. Vous prenez soin du travail professionnel que l'on vous confie. Mais si une chose est vraiment claire, c'est qu'on ne peut pas fonctionner sur un réservoir vide. Et pour le remplir, il faut tout d'abord prendre soin de soi. Ça n'est pas qu'une question de bien-être. Ça n'est en tout cas certainement pas une forme d'égoïsme. C'est l'une des facettes fondamentales de notre psychologie. Et au-delà des tranchoirs à saucissons, des appareils de massage et des bouquets de fleurs, je vais vous proposer d'aller un petit peu plus en profondeur aujourd'hui pour prendre soin de vos vrais besoins. D'ailleurs, petite remarque en passant, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais d'offres sur les livres pour la fête des mères ? Est-ce que les mamans ne lisent plus ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, alors je sais bien qu'il y a le prix unique du livre, mais pourquoi pas, comme les offres qu'on voit fleurir pendant l'été, pour 4 livres achetés, un 5e offert dans telle collection, etc. Ça serait une belle façon de reconnaître que les mamans aussi lisent, réfléchissent et veulent être stimulées intellectuellement. Mais je digresse un petit peu. Pour prendre soin de soi, la première chose à faire, c'est de savoir comment s'y prendre. C'est vrai que nous avons tendance à vivre un tourbillon d'émotions, de ressentis. Et parmi tout ça, il est souvent difficile de faire un tri. Est-ce qu'avant tout, je suis plutôt fatiguée ou anxieuse ? Est-ce que j'ai besoin avant tout d'amour ou d'accomplissement intellectuel ? Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un outil très simple, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, mais que vous pourrez vous appliquer à vous-même, aussi bien qu'à vos proches. Et en plus, je vous ai préparé une petite liste de 10 choses très simples que vous pouvez faire pour prendre soin de vous en moins de 15 minutes. Et l'une de nos adorables sourissettes, Elsa, vous a enregistré une petite pratique de sophrologie, rien que pour vous, avec toutes les explications nécessaires. Bref, de quoi vous bichonner, prendre un peu soin de vous, vous chouchouter aujourd'hui ou dans les semaines et les mois à venir. Et tous ces liens sont dans les notes de cet épisode ou dans l'article associé à ce podcast. L'outil dont je veux vous parler aujourd'hui, vous le connaissez peut-être déjà, c'est la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Donc c'est un outil qui a été créé par un psychologue américain qui s'appelait Abraham Maslow, d'où le nom de la pyramide, pour expliquer pourquoi tout le monde ne ressentait pas les mêmes besoins au même moment et comment ces différents besoins apparaissent. Le principe de base, c'est que plus un besoin est vital, plus il occulte tous les autres. Et donc Maslow a ordonné ces besoins dans une pyramide. Donc voici la hiérarchie. Tout en bas, et donc en premier, viennent les besoins physiologiques. Boire, manger, respirer évidemment, dormir, les besoins d'élimination aussi, je vous passe le détail pour d'aller à la selle, etc. Bref, vraiment les besoins physiologiques. Et c'est évident que ce sont les premiers besoins, les besoins vitaux. Un cran au-dessus, vous avez le besoin de sécurité. Alors ça comprend évidemment la sécurité physique, se sentir bien dans un environnement serein, stable, qui n'est pas source d'anxiété, mais aussi sécurité affective. Même si on peut considérer que la sécurité affective fait à la fois partie de cet étage de la pyramide du besoin de sécurité et du besoin suivant, l'étage au-dessus, qui est le besoin d'amour et d'appartenance. Il s'agit donc de se sentir aimé et d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté. Ça peut être la famille, ça peut être un groupe de pairs, comme la communauté des Montessori 7, avec l'accompagnement des Montessori 7. Ça peut être une entreprise, etc.
Donc 3e étage, le besoin d'appartenance et d'amour. 4e étage, le besoin d'être estimé, d'être reconnu pour ce que l'on fait et de savoir que l'on a une influence sur le monde et sur les autres. Bref, que l'on est utile. 5e et dernier étage, c'est l'accomplissement de soi. Le sentiment de réaliser ce pourquoi on existe. D'accomplir son potentiel, si vous voulez. D'être en quelque sorte la meilleure version de nous-mêmes. Et cette hiérarchie de besoins explique beaucoup de choses. Pour vous donner quelques exemples, si vous mourrez de faim au quotidien, votre besoin d'amour et d'appartenance sera quasi inexistant. Il passera au second plan et votre seule priorité sera de trouver à manger. De même, évidemment, si vous vous trouvez dans un pays en guerre, donc vous n'êtes pas en sécurité physique, votre besoin d'être estimé ou votre besoin d'accomplissement de vous-même, là aussi va passer au second plan, tant que vous n'aurez pas comblé, alors au moins en partie, votre besoin de sécurité. Alors bien entendu, je vous parle là de cas assez extrêmes, et il ne faut pas non plus voir cette pyramide comme quelque chose d'absolu et de figé. Dans les besoins physiologiques, il y a le besoin de sommeil, mais on peut manquer un peu de sommeil et ressentir quand même profondément le besoin d'accomplissement de soi. On peut aussi accepter de d'aller contre son besoin de sécurité pour avoir le sentiment d'être utile à la société. Pensez par exemple aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, ça reste un outil utile pour vous aider à examiner vos différents besoins et y répondre par ordre de priorité, pour mieux prendre soin de vous. Et c'est ce que nous allons faire, on va étudier un peu besoin par besoin, et je vais vous faire quelques suggestions pour prendre soin de ces besoins, prendre soin de vous. Premier besoin, donc les besoins physiologiques, prendre soin de sa santé et de son corps. Et donc je vous pose la question, est-ce que vous allez bien physiquement ? C'est vrai que certaines mamans rechignent parfois à aller chez le médecin, même quand elles ressentent une immense fatigue, qui n'est pas normale, alors qu'il arrive que ces mamans fatiguées souffrent peut-être d'une simple anémie en fer, ou d'une infection comme la mononucléose, la toxoplasmose, la maladie de Lyme, etc. Alors, attention, je ne veux surtout pas vous rendre hypocondriaque. L'idée, c'est pas que vous imaginiez que vous avez toutes les maladies de la création, si c'est simplement que vous avez du mal à dormir parce que vous avez un nourrisson. C'est normal, malheureusement. Mais n'oubliez pas de prendre soin de votre santé au niveau médical, d'aller voir les spécialistes que vous avez besoin d'aller voir pour prendre soin de votre corps. Mais au-delà de ces aspects médicaux, j'y reviens, le premier des maux dont souffrent les mamans, c'est probablement le manque de sommeil. Les nuits sont raccourcies ou hachées par les réveils d'un bébé ou alors par la maladie du plus grand. Vous avez le manque de temps qui nous pousse à faire certaines choses très tard le soir pour rattraper notre retard. Je ne vous cache pas que ce podcast a souvent été enregistré à 22h, 23h. Donc ce que je vous propose avant d'envisager quoi que ce soit d'autre pour prendre soin de vous, c'est que si vous ne vous sentez pas bien, commencez par aller dormir un peu. Et ce sera sûrement le remède le plus efficace, y compris pour votre morale derrière. Et même une micro-sieste de 15 ou 20 minutes peut être profondément réparatrice. Mais il faut avouer que parfois, ce qui nous empêche de dormir, c'est l'anxiété. On a peur de quelque chose, pour soi ou pour sa famille. On s'angoisse et forcément, dans ces cas-là, le sommeil ne vient pas. D'où l'intérêt de prendre en compte le besoin suivant sur la pyramide de Maslow, à savoir le besoin de sécurité. Donc pour ça, je vous propose de prendre soin de votre psyché en essayant de lutter contre l'angoisse. La première chose, c'est que si votre situation est instable, alors quelle qu'en soit la raison, il peut y avoir une séparation, un divorce, le chômage, un travail précaire, vous pouvez être dans des difficultés financières. Essayez de voir comment vous pouvez la stabiliser un petit peu. Par exemple, en vous appuyant sur votre réseau, votre famille, vos amis. N'hésitez pas à aller chercher conseil auprès de spécialistes. Et là, je vous déconseille, si vous êtes anxieuse, les forums internet, parce qu'ils sont très, très anxiogènes. Que ce soit pour des soucis de santé ou des soucis psychologiques, familiaux, etc. Mais demandez de l'aide à des spécialistes, à votre entourage. Très souvent, on hésite, trop souvent, on hésite à le faire. On a peur de déranger. Ou alors, tout simplement, on est dans une situation difficile et on n'a pas l'énergie ou la disponibilité mentale pour chercher des solutions. On se retrouve submergé. Donc, si vous vous sentez anxieuse,
Prenez quelques minutes, soufflez, respirez un bon coup. Si jamais vous avez le temps maintenant, mettez cet épisode sur pause et tâchez de trouver un petit élément de réponse à ce qui vous angoisse, à améliorer un tout petit peu les choses. Par exemple, est-ce que vos parents pourraient garder les enfants une après-midi, le temps que vous puissiez retravailler votre CV et démarcher des entreprises pour retrouver un travail? Est-ce que vous avez une amie qui a sauvé son mariage et qui pourrait vous recommander un conseiller pour une thérapie de couple? Est-ce que vous avez pu prendre le temps de jeter un œil à votre budget? Et est-ce que vous pouvez passer un coup de fil pour renégocier, par exemple, votre contrat d'assurance ou de téléphone? Voilà. Appliquez la politique des petits pas. Un petit pas en avant chaque jour, rien de plus. Allez-y doucement et au fur et à mesure, vous verrez des résultats. Sans compter que si vous vous sentez davantage en contrôle de la situation, votre anxiété, elle aussi, va diminuer drastiquement. Donc, déjà, rien que planifier un projet. En noter toutes les étapes et les organiser, ça peut vous apporter beaucoup de clarté et de tranquillité. Souvent, on repousse l'exécution d'un projet tout simplement parce qu'on n'a aucune idée par quoi commencer. Donc la première chose à faire, c'est simplement de noter tout ce qui nous vient et d'essayer de planifier ce projet, d'écrire les étapes une par une. Et si on ne connaît pas les étapes futures, quelle est au moins la toute première étape pour en savoir plus? Alors personnellement, ça fait des années que j'utilise un bullet journal, justement pour faire ce genre de choses. J'ai fait une vidéo sur mon bullet journal que vous pourrez retrouver. Le lien est dans l'article associé à ce podcast, pour que vous puissiez voir comment justement je m'organise pour tous ces différents projets. Et dans cette catégorie du besoin de sécurité, j'inclus aussi une autre forme de sécurité ou de tranquillité qui serait le repos mental. Et là, je pense en particulier à 2 types de personnes que je connais bien, les introvertis et les zèbres. Alors, les zèbres, évidemment, pas les animaux. Les zèbres, c'est l'autre nom des surdoués, des personnes à haut potentiel intellectuel. On peut aussi les appeler hyper efficients, etc. Peu importe le nom, c'est vrai que zèbre, j'aime bien. Et quand on est zèbre, il y a un livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Je pense trop. Et je trouve que ce titre est particulièrement parlant. Parce que pour ces personnes, ces zèbres, qui peuvent être des adultes comme des enfants, souvent il est difficile de s'arrêter de penser. Parce que les pensées se bousculent sans cesse dans leur tête. Alors avec de la pratique et certains outils, la méditation, la prière pour les croyants, les cartes mentales ou de faire une espèce de brain dump, c'est-à-dire où on déverse tout ce qu'on a dans la tête sur papier. Avec ces outils, on peut arriver à mieux maîtriser cette espèce de bouillonnement intellectuel. Mais il faut avouer que ça n'est pas toujours simple. Quand j'étais en classe prépa, j'ai eu pendant plusieurs mois de grosses insomnies, par exemple, parce qu'après avoir travaillé toute la journée, mon cerveau était tout simplement en ébullition et je ne parvenais plus à stopper les engrenages de la machine infernale. Alors au moins, c'est vrai qu'en prépa, j'étais bien stimulée intellectuellement, c'est un autre besoin de la pyramide de Maslow, mais en contrepartie, j'étais un peu emportée par l'élan et je n'arrivais plus à ralentir la cadence pour parvenir à m'endormir. Alors si c'est votre cas, prenez quelques minutes de silence, au calme, et essayez d'observer vos pensées, comme si vous étiez extérieur à vous-même. Regardez vos pensées se développer, sans les juger, et laissez-les passer, comme un nuage dans le ciel, comme un ballon qui s'envole. Petit à petit, le ciel nuageux s'éclaircira, les ballons se seront tous envolés, et vous vous sentirez un peu mieux. Et ça, quelque part, c'est tout le principe de la méditation. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, mais sans aller très loin, simplement prendre ces quelques minutes peut vous aider. La sophrologie, également, peut vous être d'une grande aide, et elle peut vous aider à vous concentrer sur vos sensations corporelles, plutôt que sur vos pensées. Et ça va vous permettre de prendre soin de votre repos mental. Alors, ça tombe très bien parce que l'une de mes anciennes stagiaires, Elsa, une sourisette, a préparé pour vous une petite vidéo d'explication sur la sophrologie, où elle fait aussi le lien avec la pédagogie Montessori. Et elle a aussi enregistré, rien que pour vous, une pratique de sophrologie axée sur le besoin de sécurité. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo justement sur notre librairie de ressources qui est totalement gratuite. Il faut juste créer un compte pour accéder à toutes les ressources, mais c'est totalement gratuit sur notre bibliothèque de ressources qui s'appelle Le Terrier des Montessori 7.
Donc je vous ai parlé des zèbres, des personnes à haut potentiel, mais parlons un peu des introvertis. Là aussi, je suis personnellement concernée, mais beaucoup de gens se font une fausse idée de ce qu'est l'introversion. Sans compter que il y a très longtemps, on parlait d'introversion pour parler d'homosexualité, donc c'est encore autre chose. Aujourd'hui, on confond souvent timide et introverti. En fait, les introvertis peuvent être très à l'aise pour parler en public. Ils peuvent aussi aimer la fête, ils peuvent aller vers les autres avec beaucoup de facilité, ils peuvent être très ouverts. Mais on est introverti simplement lorsque le fait de passer du temps dans de grands groupes nous draine de notre énergie. Et qu'à l'inverse, on se ressource dans le calme et la solitude. À l'inverse, un extraverti, lui, aura besoin de la présence du groupe pour se régénérer. Et donc un extraverti sera jamais aussi à l'aise que lorsqu'il est entouré, et c'est la solitude qui le fatigue. Et vous comprenez aussi peut-être du coup pourquoi j'ai choisi le format du podcast pour vous parler. C'est parce que le podcast, c'est parfait pour les introvertis. J'ai l'impression d'un dialogue en tête à tête, c'est-à-dire que je vous imagine une sourisette individuelle et je m'imagine dans votre oreille. Et ça ne me donne pas l'impression de parler à une foule immense et ça me protège en quelque sorte. Alors vous comprendrez bien évidemment qu'une maman introvertie, a fortiori une maman qui garde un ou plusieurs de ses enfants chez elle, par exemple avec l'instruction en famille, va avoir besoin de moments de pause et de calme. Parce que si elle reste sans arrêt en présence de ses enfants, dans le bruit, dans l'agitation, cette maman n'aura tout simplement plus aucune énergie mentale. Alors vous me direz que pour une introvertie, l'instruction en famille, c'était peut-être pas le meilleur choix. Effectivement, c'est pas forcément facile. Mais il y a des habitudes, des choses qui peuvent vous aider à préserver votre repos mental tout en préservant votre vie de famille. Pendant des années, ce n'est plus le cas cette année, mais pendant des années, nous avions une garde d'enfants à domicile qui venait s'occuper des enfants une dizaine d'heures par semaine, afin que moi, je puisse travailler au calme. J'en profitais aussi, j'avoue, pour ne pas travailler et pour simplement savourer le silence. Je m'enfermais dans notre salle de classe, qui était aussi mon bureau, et les enfants et la garde d'enfants à domicile savaient très bien qu'il ne fallait pas me déranger, sauf au cas d'urgence évidemment. Et si les enfants avaient besoin de quelque chose qui se trouvait dans la pièce, ils pouvaient frapper à la porte et aller le chercher en silence, sans me déranger. Alors évidemment, ça n'est pas venu tout seul. Il a fallu insister un petit peu en leur expliquant que c'était des moments pour moi, que la nounou était là s'il avait besoin de quoi que ce soit, et que moi j'avais besoin de concentration. Alors ça peut prendre du temps. Pendant un moment, notre troisième enfant rentrait dans la pièce en coup de vent, mais dès qu'il me voyait travailler, il prenait conscience qu'il fallait me laisser tranquille et il se calmait tout de suite et il repartait en silence. L'autre habitude qui peut être précieuse, c'est celle du temps calme après le déjeuner. Pour les plus jeunes, ça correspond à la sieste, mais quand les enfants sont un peu plus grands, on peut quand même leur demander de prendre un temps calme. Et le principe est très simple. Ils peuvent lire, ils peuvent faire un jeu calme comme des Legos tout seuls, en silence, et vraiment séparés les uns des autres. Par exemple, chacun dans sa chambre, ou s'ils partageaient leur chambre, un enfant dans le salon, un enfant dans sa chambre. Et en fait, à eux aussi, ça leur faisait beaucoup de bien. Ça leur fait beaucoup de bien, parce qu'à force de passer la journée ensemble, ils ont aussi besoin de temps individuel. Et pendant la période de transition entre le moment où les enfants font la sieste et ils ne font plus la sieste, ce que nous avons toujours fait, c'est que lorsque nous sentions que les enfants étaient fatigués, nous leur proposions de lire un livre dans leur lit. Et très simplement, si effectivement ils avaient vraiment besoin de sommeil, ils s'endormaient alors, tranquillement, tout naturellement dans leur lit. Donc ça, c'est un peu mon astuce préférée quand un des enfants ne veut plus faire la sieste, mais qu'on sent qu'il a quand même besoin parfois de dormir. Alors passons maintenant au troisième étage de la pyramide de Maslow, le besoin d'amour et d'appartenance. C'est-à-dire prendre soin de soi sur le plan affectif. Quand on est maman, on peut se dire que ce besoin, il est simple à assouvir, du moins en théorie. Si on a des enfants, on a généralement, si tout va bien, l'assurance d'être aimé de ses enfants, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Donc on devrait recevoir plein d'amour et se sentir pleinement appartenir à notre famille. Le problème, c'est que parfois, on n'est pas aimé comme on aurait besoin de l'être.
Je m'explique. Certaines personnes ont besoin se sentent aimées lorsqu'on leur dit des paroles valorisantes. D'autres lorsqu'on leur fait des petits cadeaux ou qu'on leur rend service. D'autres encore quand on leur consacre des moments de qualité ou qu'on leur fait un câlin. Vous reconnaissez peut-être là les langages de l'amour, théorisés par Gary Chapman. Et si vous ne connaissez pas encore ce livre, vraiment je vous conseille de le lire parce qu'il est très éclairant, entre autres sur les relations de couple ou les relations familiales. Et à partir de ces différentes façons d'exprimer son amour, vous pouvez essayer de savoir quelle est la vôtre. Parce que le souci, c'est que chacun a tendance à exprimer son amour d'une ou plusieurs façons, mais qui ne correspondront pas forcément au langage d'amour de la personne en face. Par exemple, je sais très bien que ça ne sert à rien d'adresser des paroles valorisantes à mon mari. En général, ça le gêne plus qu'autre chose et il ne se sent pas plus aimé pour autant. En revanche, si j'ai une petite attention pour lui, ça peut être tout petit, comme de remplir la boîte de ses dosettes de café le matin pour qu'il ait sa dose de café. Ou si nous passons un moment de qualité tous les deux. Par exemple, quand on fait une balade en forêt ou un jeu de société juste tous les deux, et sans trop parler, là, je sais qu'il se sent profondément aimé. Alors du coup, pour lui dire je t'aime, je ne lui dis pas combien il est merveilleux, même s'il est merveilleux, à vous je peux le dire, mais je peux nettoyer la cafetière, alors que moi je ne bois pas de café. Et quand il prend son petit déjeuner, qu'il voit le paquet de dosettes, le pot de dosettes rempli, la cafetière nettoyée, il sait que cette attention, elle n'est que pour lui. Et tous les matins, ou chaque matin où je fais ça, il reçoit une petite dose d'amour, en même temps que sa dose de caféine. C'est un peu ma façon de prendre soin de lui et de lui dire combien je l'aime. En revanche, de mon côté à moi, ce sont plutôt les paroles valorisantes qui me font me sentir aimée. Et dans nos moments de qualité, moi, j'ai plutôt besoin de parler. Donc, ce qui me réchauffe le cœur, c'est que nous prenions la voiture ou que nous allions au restaurant et que nous ayons une longue conversation ensemble. Ou encore, quand je prépare le déjeuner et qu'il me dit qu'il est épaté que je puisse préparer de la semoule au jugé, avec les bonnes quantités d'eau et de semoule. Alors, vous voyez, il suffit parfois de pas grand-chose pour se sentir aimé. Les petites choses du quotidien sont tout aussi importantes que les autres. Mais ça implique que chacun apprenne à parler le langage de l'autre, que ce soit dans le couple ou entre parents et enfants. Donc je vous encourage à essayer de trouver votre ou vos langages d'amour, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et ça peut être plus nuancé que ça, et d'essayer de trouver les langages de l'amour des membres de votre famille, et surtout d'en parler avec eux. Et puis lorsque vous avez l'impression que votre réservoir affectif est vide, il est temps d'en prendre soin. Et pour ça, il y a des petites choses toutes simples. Par exemple, si votre langage est plutôt celui du toucher, vous pouvez faire un énorme câlin avec vos enfants, une bataille de chatouilles ou une petite séance de ronron thérapie si vous avez un chat. C'est particulièrement relaxant. Si votre langage est celui des paroles valorisantes, vous pouvez conserver quelque part tous les messages qui vous ont fait du bien dans le passé. Ça peut être des SMS, des mails professionnels ou personnels, des lettres, etc. Mais les conserver tous au même endroit et les parcourir quand vous vous sentez peut-être insignifiante. Si votre langage est celui des cadeaux, vous savez, vous avez le droit de vous faire un cadeau à vous-même. Et ça n'a pas besoin d'être un objet que vous achetez. Si vous avez un jardin, est-ce que vous pouvez par exemple cueillir quelques fleurs pour vous faire plaisir ? C'est un peu la saison. Ou alors vous fabriquez un petit objet, un peu en DIY, rien que pour vous. Si votre langage est plutôt celui des services, là je vous encourage à demander de l'aide. Vous pouvez prévenir votre entourage que votre morale est un peu bas et que vous apprécieriez beaucoup quelques petits services. Alors, je sais que généralement, on préfère que nos proches lisent dans nos pensées et fassent exactement ce dont nous aurions le plus besoin. Le problème, c'est qu'au quotidien, ça ne fonctionne pas. Surtout avec les maris, j'ai remarqué. Donc, le plus simple, c'est de communiquer, de dire ce dont on a besoin et de laisser les autres prendre un petit peu soin de vous. Enfin, si votre langage d'amour est celui des moments de qualité, vous pouvez prendre un petit moment rien que pour vous, passer un moment de qualité avec vous. Prévoyez-vous une sortie sans enfants ? Allez par exemple admirer la nature, passer un moment dans la forêt ou près d'une rivière qui coule, le bruit est très relaxant. Prenez un bon livre, écoutez un peu de musique. Ou au contraire, là ce sera plus pour les extravertis,
Vous pouvez vous régénérer en famille en proposant une activité familiale comme un bon jeu de société. Si vous cherchez des références, j'ai tout un article sur les jeux de société avec quelques idées de jeux pour vous. Il faudra dire que je le mette à jour avec plein de nouvelles idées parce que nous sommes toujours très très fans des jeux de société. Alors, il nous reste encore 2 étages dans la pyramide de Maslow. Le 4e, c'est le besoin d'être estimé et de gagner en confiance en soi. Au fond, c'est vrai que l'estime et l'amour c'était l'étage d'avant, ça se ressemble beaucoup, même si on peut éprouver l'un sans éprouver l'autre. En revanche, je pense que le langage qu'on privilégie pour l'amour sera le même que pour l'estime. Donc si vous avez l'impression de ne pas être considéré, ou que tout ce que vous faites est tenu pour acquis, que ce soit dans la famille ou dans le milieu professionnel, n'hésitez pas à le communiquer à votre entourage et à dire ce dont vous avez besoin. Alors je suis consciente que ça peut être un peu délicat, mais je suis convaincue que ça reste possible. Vous pouvez par exemple demander un entretien avec les RH pour savoir si votre travail est apprécié. Ou vous pouvez appeler vos clients, si vous êtes un indépendant, pour savoir si tout va bien et s'ils sont satisfaits. Si vous êtes mère au foyer, vous pouvez demander à vos enfants s'ils apprécient tout ce que vous faites pour eux. Les lessives, d'être toujours partante pour jouer avec eux, etc. Et comme pour l'amour, vous pouvez garder une trace des gestes de reconnaissance que l'on a pu avoir pour vous dans le passé. Par exemple, un cadeau qui vous a été offert quand vous avez quitté une association, pour vous remercier, vous savez, de tous les services que vous y avez rendus. En général, ça se fait. Les remerciements de telle ou telle personne. Encore une fois, des mails, des SMS, etc. 4e étage et dernier étage de la pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi. Et là, il va s'agir de réveiller un petit peu son esprit et son intellect. Alors évidemment, ça vient en dernier. C'est-à-dire que si vos besoins dans toutes les autres catégories vous semblent globalement plutôt satisfaits et que malgré tout vous ne vous sentez pas bien, peut-être que c'est ça qu'il vous manque, cette dernière étape, la sensation d'avoir accompli tout votre potentiel et d'être devenu la personne que vous rêveriez d'être. Évidemment, à ceux qui sont dans une situation instable, précaire, qui luttent au quotidien pour avoir assez d'argent pour nourrir toute leur famille, c'est un besoin qui peut paraître un peu superficiel. Mais en fait, en réalité, il apparaît de façon très intense lorsqu'on a déjà répondu à la plupart des autres besoins. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est profondément lié aux crises de milieu de vie, crise de la quarantaine, où on a besoin de sens souvent dans sa vie. Alors, quelles sont vos plus grandes qualités ? Quel domaine a le plus d'importance pour vous ? Comment pouvez-vous changer le monde à votre humble mesure ? Je vous invite à prendre le temps de rêver, d'oser, de faire des projets. Et comme je sais qu'en tant que maman, on a parfois tendance à, ou en tout cas l'impression de régresser intellectuellement, on passe du fameux cerveau de grossesse avec ses 2 neurones fatigués au manque de stimulation intellectuelle qu'on ressent parfois quand on s'occupe de tout petit. Et voilà, comme je suis consciente de ça, je voudrais vous encourager à faire travailler un peu votre cerveau. Et là aussi, la méthode des petits pas, ça fonctionne très bien. Prenons par exemple l'exemple de la lecture. Pendant un long moment, tandis que mes aînés étaient encore tout petits, je n'étais plus capable de lire un livre qui soit un tout petit peu compliqué. Vraiment, je n'y arrivais plus, le livre me tombait des mains, c'était trop difficile pour moi. Et du coup, je ne lisais plus que de la chick-lit, vous savez, les livres comme L'accro du shopping, etc., ou des livres assez légers du même style. Et mon temps de cerveau disponible était en fait extrêmement réduit. Et puis, petit à petit, je me suis remise à la lecture, un peu plus sérieusement. D'abord en lisant des livres toujours légers, mais un peu plus consistants, ou en anglais. Et puis en m'inscrivant aussi à une bibliothèque tournante. Le principe, c'est que c'était un club de lecture où on faisait tourner les livres que l'on lisait. Donc chaque mois, on prenait un nouveau livre qu'on s'engageait à lire dans le mois. Et 1 an plus tard, on y allant petit à petit, je me retrouvais à lire du Bergson et surtout, je comprenais ce que je lisais et ça ne me demandait plus vraiment d'effort. Donc mon cerveau s'était en quelque sorte remusclé. Surtout, ne m'attaquez pas, je sais bien que le cerveau n'est pas un muscle, mais quelque part, il fonctionne un peu de la même façon. En plus, les effets de la stimulation intellectuelle et de l'effort intellectuel pour la santé du cerveau, ça n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que ce soit pour
ralentir le vieillissement intellectuel, pour lutter contre Alzheimer, etc., vous pouvez prendre un petit cahier de mots croisés, un cahier d'énigmes de logique ou de sudoku, juste prendre le temps d'ouvrir une encyclopédie au hasard pour apprendre de nouvelles choses, et ça va vous aider à ralentir le vieillissement de votre cerveau pour plus tard. Par exemple, si vous prenez Wikipédia, ils ont chaque jour un article du jour et une image du jour, avec une petite rubrique le saviez-vous. Par exemple, lorsque je suis allée regarder justement ce qu'ils proposaient sur cette page du jour, on pouvait y apprendre avec beaucoup d'humour que dans l'histoire romaine, 69, ça n'évoquait pas un duo érotique, mais une partie à 4. Et en fait, on découvrait en cliquant sur le lien que 69, l'année 69, c'était une année où pas moins de 4 empereurs romains s'étaient succédés. Alors, je crois que c'est un fait que je n'oublierai plus maintenant. Mais voilà, c'est toujours intéressant de s'émerveiller un petit peu. Vous avez des podcasts aussi qui sont très courts, des émissions de télé, de radio, pardon, qui sont ensuite rediffusées sous forme de podcast de 3 à 7 minutes. Vous avez des podcasts éventuellement un peu plus consistants, comme Au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud, qui sont, je trouve, passionnants, sur des personnages très, très, très variés. Mais je crois que le site que je préfère et qui m'a permis de rester stimulée intellectuellement, même quand j'avais l'impression de passer ma vie à changer des couches, c'est le site de TED, les TED Talks. C'est un site, si vous ne le connaissez pas encore, qui regroupe des milliers de petites conférences, des conférences vidéo, la plupart du temps entre 10 et 15 minutes, et sur toutes sortes de sujets. Certaines sont même humoristiques, d'autres sur la société, sur les sciences, etc. Ce qui est bien, c'est que c'est souvent drôle, c'est bien présenté, et surtout, ça permet de découvrir plein de nouvelles idées. Alors, le slogan de l'organisation TED, c'est « Des idées qui valent la peine d'être répandues ». Donc, je trouve que ça, c'est tout à fait parlant. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite liste de mes conférences TED préférées pour que vous puissiez vous faire une petite idée par vous-même et trouver ce qui vous plaît sur ce site. Alors, simplement, attention, parce qu'on devient quand même rapidement accro. Ça devient un petit peu addictif, mais c'est que du bon. Et suite à cette liste justement de TED Talks pour réveiller votre cerveau, que vous pourrez trouver là encore sur le terrier des Montessori 7, voilà mon dernier conseil. Faites-vous une petite liste de choses simples qui vous correspondent à vous. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de beaucoup de choses différentes. Des choses qui sont pour vous, des choses qui ne sont pas pour vous. Donc faites votre propre liste avec des idées pour vous régénérer rapidement. Et je vous en propose justement un exemple à télécharger gratuitement sur le terrier de Montessori 7, mais je vous invite à le voir comme simplement une source d'inspiration. Et à vous ensuite de l'adapter en fonction de vos goûts et de vos propres besoins. Donc, entre ces 2 fichiers ressources, les 10 idées simples pour se régénérer en moins de 15 minutes, la liste de TED Talks pour réveiller un peu votre cerveau, la vidéo sur la sophrologie et la pratique audio de sophrologie sur le besoin de sécurité, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous régénérer de l'intérieur. Et prendre un peu plus soin de vous pendant cette fête des mères pour vous aider à mieux prendre soin des autres ensuite. Vous savez, c'est la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Aujourd'hui, je vous invite à mettre votre masque et à prendre soin de vous. Je vous souhaite une excellente fête des mères et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.